Imaginez un instant un pied nu, incroyablement détaillé. Ouais, un pied en équilibre parfait sur un lourd boulet de prisonnière. C'est ça. L'entrave en serre vraiment la cheville, la sphère noire est massive, mais, et c'est là que c'est fou, le pied ne touche pas le sol. Exactement. Il se sert au fait de sa propre prison comme d'un piédestal. Et il n'y a pas de décor autour, pas de contexte non plus. Juste ce fragment d'anatomie qui flotte sur une toile complètement immaculée et qui défie la gravité et la logique. C'est vraiment le paradoxe troublant qui est au cœur de notre exploration d'aujourd'hui. C'est une image qui crée un vertige assez immédiat, je trouve. Nous sommes face à une huile sur toile qui a été achevée en 2023 par Dani Zouhir. C'est un artiste peintre marocain qui vient de Meknès, c'est bien ça? Tout à fait. Et ce qui rend cette œuvre vraiment incontournable, c'est pas seulement sa maîtrise technique, bien que ce soit impressionnant. Ouais, clairement. C'est surtout la façon dont il utilise un vocabulaire visuel complètement surréaliste, très fragmenté. Ça nous force à regarder en face des concepts lourds comme le traumatisme, l'oppression et bien sûr la résilience. Et la mission de notre plongée aujourd'hui, c'est justement de comprendre comment ce collage de parties de corps isolées arrive à générer une émotion aussi palpable chez ceux qui la regardent. C'est ça, parce qu'on n'est vraiment pas face à une scène narrative classique. Non, pas du tout. On a un visage spectral d'un côté, une main hyper autoritaire de l'autre, ce fameux pied entravé, et puis des symboles extrêmement violents qui coexistent sur la toile, mais sans jamais se toucher physiquement. Bon, décortiquons tout ça. Avec plaisir. Par où tu veux commencer? Je t'avoue que la première chose qui m'a frappé, bien avant de voir le boulet ou la main, c'est ce visage en arrière-plan. Il donne vraiment l'impression d'être en train de s'effacer au moment même où on le regarde. Et ce traitement n'a absolument rien de fortuit. Si l'on veut saisir la portée globale de cette toile, il faut d'abord croiser ce regard. Il s'agit du portrait d'une femme. Qui est placé au centre, c'est ça? Placée au centre, oui, mais reléguée visuellement au second plan. La décision de Dani Zouhir d'utiliser une palette presque exclusivement monochrome, tu sais, une déclinaison de gris super nuancée pour ce visage, ça installe tout de suite une distance temporelle. C'est vrai que le gris donne un côté très ancien. Exactement. Le gris, dans notre grammaire visuelle collective, c'est l'archive. C'est la cendre, la vieille photographie. Le souvenir, en gros. Voilà, c'est le souvenir incarné. Sauf que ce souvenir en question, il nous fixe avec une intensité assez folle. Son expression est complètement neutre, très mélancolique, mais le regard est super direct. Elle ne fuit pas du tout l'observateur. Non, elle soutient le regard, et c'est ce qui crée ce malaise initial. Et il y a d'ailleurs un détail subtil sur le côté gauche de son visage, de toutes petites touches de couleur pastel. Du rose, du jaune, oui. Ouais, ça donne une sensation de douceur étonnante, presque la nostalgie d'un moment paisible. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'artiste a choisi de placer l'élément central de l'identité humaine, le visage, complètement en arrière-plan, comme si c'était secondaire. Ce qui est fascinant ici, c'est précisément ce renversement des priorités. Dans la peinture classique, le portrait trône au premier plan. Il affirme une présence forte, représente l'identité fondamentale de la personne, une base un peu tranquille et intemporelle. Les touches pastel renforcent d'ailleurs cette idée de candeur ou de paix intérieure originelle. D'accord. Sauf que cette fondation psychologique, en fait, elle est là pour subir un choc. Le fait qu'elle soit en arrière-plan permet de mettre en relief ce qui vient s'écraser par-dessus. Et le mot écrasé est vraiment faible, pour le coup. Sur le haut droit de son front et de sa joue, il y a cette espèce d'éclaboussure rouge vif. C'est très frappant, oui. C'est peint avec une matière qui semble super épaisse, presque organique. Pour moi, c'est littéralement comme un réveil en sursaut au milieu d'un cauchemar. La rupture entre la douceur un peu vaporeuse du gris et la violence de ce rouge, elle est totale. Totalement assumé par l'artiste, d'ailleurs. Je me demande, face à une composition aussi surréaliste, est-ce qu'on doit interpréter cette tache rouge comme une blessure physique littérale? Ou est-ce que cette huile sur toile capture plutôt quelque chose de purement immatériel? Je suis convaincue qu'il faut dépasser la lecture littérale de la blessure physique. La force de cette éclaboussure réside vraiment dans sa fonction interruptive. Interruptive, c'est-à-dire? Le rouge vif agit comme une intrusion cognitive. Imaginez le fonctionnement d'un traumatisme psychologique, ou même, disons, l'émergence d'une idée foudroyante qui change complètement le cours d'une vie. Ça n'arrive jamais en douceur. Exactement. Cela n'arrive pas de manière fluide, ça fracture littéralement le récit de soi. Le contraste entre le traitement hyper lisse du visage et la brutalité de cette tâche illustre le moment précis où une réalité violente s'incruste dans un esprit paisible. Ah, je vois. Le rouge ne coule pas comme le frais du sang liquide, en fait. Non, il explose. Il marque une césure définitive entre l'avant et l'après. C'est fou.
Donc le traumatisme n'est pas juste un événement passé, il devient une couleur criarde qui parasite en permanence le gris de notre mémoire. C'est exactement ça. C'est une idée glaçante, honnêtement, mais tellement puissante. Cependant, la toile ne nous laisse pas vraiment le loisir de contempler cette douleur dans le silence très longtemps. C'est vrai qu'on est vite attiré ailleurs. Oui, alors que le visage semble absorber cette violence de manière presque apathique, l'œil est violemment happé par un autre fragment au premier plan, dans le coin inférieur gauche. Et là, on change radicalement de registre stylistique. Absolument. Nous passons de la dimension du souvenir, qui était un peu floue, à celle de l'impératif immédiat. Il s'agit d'une main, Et la rupture formelle est brutale, non? très brutale. Contrairement au visage qui est fondu et grisâtre, cette main est peinte avec une précision anatomique presque clinique. L'artiste y a mis des ombres très denses, une carnation beaucoup plus sombre que le visage, et surtout un niveau de détail qui lui confère une matérialité indéniable. Il y a un contraste qui me perturbe énormément sur cette main, par contre. Lequel? L'ongle. Oui, l'ongle du pouce. Il est peint dans un ton gris, ou peut-être un blanc cassé, qui détonne complètement avec la pigmentation du reste de la peau. Ça lui donne un aspect presque maladif, ou à l'inverse, super artificiel. C'est un détail qui accroche vraiment la lumière. Et surtout, cette main flotte dans le vide, l'index pointé vers le haut de manière hyper rigide. Elle est complètement coupée de la femme en arrière-plan. Oui, il n'y a aucun lien physique. Du coup, j'arrive pas à m'enlever de la tête cette image, tu sais, de quelqu'un au cinéma qui se lèverait brusquement pour pointer l'écran du doigt. Ah oui, très bonne image. Bah, ça bloquerait la vue de tout le monde dans la salle, tu vois. Doit-on voir cette main comme une sorte de guide bienveillante qui nous dit « Hey, regardez bien ça » ou plutôt comme une main accusatrice qui pointe du doigt les maux de la société? N'est-ce pas un geste un peu trop autoritaire pour une œuvre d'art? L'art n'a pas toujours vocation à être contemplatif ou réconfortant. C'est sûr. L'index pointé est l'un des symboles les plus chargés de l'histoire visuelle. Il ordonne. L'ongle contrastant dont tu parlais attire la lumière, ce qui focalise toute notre attention sur l'extrémité du doigt, Ça dirige notre regard d'une manière assez agressive, en fait. avec une insistance presque tyrannique, oui. Et cette main n'appartient ni au visage spectral, ni à la chronologie du traumatisme. Elle appartient à l'instant présent de l'observateur. Attends, c'est-à-dire que c'est la main du peintre ou bien la nôtre? Elle fonctionne plutôt comme l'incarnation de la conscience qui témoigne. Le fait qu'elle flotte complètement isolée du reste d'un corps, ça supprime toute distraction. L'artiste utilise cette fragmentation pour formuler une injonction très claire. Une injonction de regarder. Exactement. Dans une société qui est aujourd'hui saturée d'images, où l'on scrolle frénétiquement sans jamais vraiment s'arrêter, cette main rompt le quatrième mur. Elle crée une ligne de tension invisible qui vient transpercer l'espace vide de la toile. Elle nous dit de cesser d'être passif, quoi. Voilà. Elle exige qu'on constate ce qui est là, devant nous. L'injonction de ne pas détourner le regard, en somme. D'ailleurs, la direction de cet index, qui pointe de bas en haut et légèrement en diagonale, ça crée une dynamique spatiale super étrange. Oui, ça guide l'œil malgré nous. Instinctivement, ce doigt, combiné au grand vide blanc de la toile, il nous force à chercher ce qu'il faut regarder. Et par un jeu d'équilibre visuel, on est poussé vers la droite du tableau. Et c'est là que la dimension conceptuelle de l'œuvre s'ancre dans la matière physique la plus pesante possible. Ouais, nous arrivons sur le troisième fragment corporel de cette composition, qui est cette fameuse jambe isolée, ou plus précisément, un bas de mollet et un pied vu de profil. Et la minutie du trait revient en force ici. Grave! Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On voit une entrave noire, une sorte de gros bracelet métallique très épais, fermé autour de la cheville avec des anneaux. Et sous ce pied, il y a cette énorme sphère géante, très noire, très brillante. Un boulet de bagnard dans sa définition la plus classique. C'est ça, rattaché à une épaisse chaîne en métal argenté qui repose par terre. Mais c'est là où mon cerveau bug complètement. Si l'on est entravé par un boulet, la logique voudrait que le pied soit écrasé au sol, non? La gravité l'exigerait en effet. Que le corps soit traîné par ce poids énorme. Alors pourquoi l'artiste a-t-il positionné le pied en équilibre au-dessus de la sphère, comme un funambule? Est-ce que c'est l'image ultime de l'aliénation ou bien la représentation d'une domination sur ses propres chaînes? C'est une excellente question, et c'est le cœur philosophique de l'œuvre. Si l'on met ce détail en perspective avec la notion de trauma que nous avons abordée plus tôt, eh bien la posture du pied propose une redéfinition totale de la captivité. C'est-à-dire? Le boulet et l'entrave sont matériels. Ils sont lourds, sombres, incontestables. L'oppression, qu'elle soit de nature sociale, historique ou même intime, est un fait qui est établi sur la toile. On ne peut pas la nier, elle est bien là. Voilà. Mais en décidant de placer le pied au-dessus du boulet,
Plutôt qu'à côté ou en dessous en train de le subir, l'artiste transforme l'instrument de torture en un point d'appui. Oh, waouh! Donc ce fardeau devient la soldation sur laquelle la personne se tient debout. Exactement. Ça me semble être une métaphore incroyable de l'acrobatie mentale qu'exige la survie. On ne fait pas disparaître le traumatisme, puisqu'il est toujours bien accroché à la cheville, mais on apprend à marcher avec. Voire à monter dessus pour ne pas se noyer. C'est ça. Ton analogie de l'acrobate est très pertinente. Maintenir son équilibre sur une sphère, ça demande un effort constant. C'est une conscience permanente de son propre centre de gravité. La résilience n'est pas du tout représentée ici comme une libération magique. Ce serait trop facile. C'est plutôt un travail d'équilibriste très exigeant. Le poids de l'histoire ou du passé n'a pas disparu de la toile, mais il a changé de fonction. Il ne terrasse plus le sujet, il l'élève paradoxalement. Et ce, malgré la douleur évidente de l'entrave métallique qui serre la chair. C'est super fort. D'ailleurs, je remarque un autre détail qui vient renforcer ce paradoxe. La chaîne en métal argenté qui relie l'entrave au boulet. Oui, qu'est-ce que tu en penses? Elle ne file pas hors du cadre. Elle n'est pas tendue par les mains d'un bourreau invisible. En fait, elle gît sur le sol, complètement molle, lâche, personne ne tire dessus. Si la chaîne n'exerce aucune force de traction, pourquoi le pied ne redescend-il pas? C'est une observation cruciale. La tension physique de la chaîne a complètement disparu. Ouais. Et cela suggère que la menace extérieure, ou la contrainte initiale qui a placé cette entrave en premier lieu, n'est peut-être plus du tout active aujourd'hui. Le bourreau est absent de la toile, en somme. Il est absent, voire il n'existe plus. Pourtant, la personne reste en équilibre sur la sphère. Cela interroge profondément la nature même de notre conditionnement. Souvent, longtemps après que la cause d'une oppression a disparu, l'individu continue d'organiser toute sa vie autour du poids de cette mémoire. La chaîne est inerte, mais l'habitude de l'entrave demeure. C'est exactement ça. C'est vertigineux quand on y pense. Ça voudrait dire que l'on finit par s'approprier sa propre captivité. On en fait son propre territoire. Oui, on s'adapte à la douleur. Si je recule un instant pour observer l'ensemble de la toile avec cette nouvelle grille de lecture, le choix de la fragmentation prend tout son sens. Le pied en équilibre d'un côté, la main qui pointe de l'autre, le visage taché de rouge au fond. C'est un puzzle. Ah ouais, mais aucun de ces éléments ne se touche. Il n'y a pas de torse pour les relier entre eux, pas d'arrière-plan avec un paysage pour justifier leur cohabitation, juste ce grand vide blanc. C'est construit exactement comme un collage psychologique. On dirait un poème où chaque strophe est une partie de corps différente. C'est une très belle façon de le formuler. Mais comment est-ce que ces éléments disparates réussissent à créer une émotion cohérente chez nous, sans aucune logique spatiale réelle? J'ai du mal à concevoir comment un tel éclatement visuel ne produit pas juste du chaos. Le chaos est évité par la maîtrise totale de la notion d'espace. En peinture contemporaine, et particulièrement dans l'exploration surréaliste d'un artiste comme Danny Zouir, le vide blanc n'est pas une absence de peinture. Ce n'est pas juste la toile, non peinte. Une toile inachevée, c'est un espace sémantique à part entière. En fait, il faut lire ce vide blanc comme un espace mental, l'espace de la conscience, où toutes ces choses coexistent. Un peu comme le concept de compartimentation en psychologie, tu veux dire? C'est-à-dire, Quand on vit quelque chose de trop lourd à gérer, le cerveau sépare les émotions des souvenirs, il sépare les actes des conséquences, tout ça pour nous permettre de continuer à fonctionner. En gros, on range les choses dans des boîtes bien étanches. c'est le parallèle exact. C'est toute la force de cette approche picturale. L'architecture de cette peinture, c'est vraiment l'architecture d'un esprit compartimenté. Ah, je vois mieux. Les fragments de corps illustrent la façon dont la psyché gère des charges cognitives immenses et souvent contradictoires. D'un côté, la mémoire subit encore passivement l'intrusion violente du trauma. C'est ce visage spectral gris, éclaboussé de rouge sang en arrière-plan. Voilà. Et de l'autre côté, le corps physique doit maintenir sa survie au quotidien, en équilibre très précaire sur les fardeaux du réel. Ce fameux pied sur le boulet de prisonnier. C'est ça. Et au milieu de ce dédoublement épuisant, il y a cette main. La main qui pointe, la seule partie qui semble lucide et ancrée dans le présent abstrait de l'œuvre. La main agit comme la conscience active. Dans un esprit où le passé affronte le présent sans jamais pouvoir se rejoindre physiquement, la conscience tente de désigner ce qui compte. Elle essaye de forcer une confrontation. C'est fascinant. Donc la fragmentation physique sur la toile, ce n'est pas juste une mutilation un peu gore pour choquer. Pas du tout. C'est la représentation visuelle la plus fidèle possible d'une identité contemporaine fracturée. Une identité qui tente de naviguer entre ses cicatrices intimes et la nécessité matérielle de rester debout.
Et je pense que c'est là que la temporalité de l'œuvre est super importante. En bas à droite de la toile, il y a cette signature très sobre, Dany, 23. Oui, 2023. L'artiste situe délibérément cette exploration très profonde dans notre époque immédiate. Une époque post-crise, hyper fragmentée elle aussi, où l'idée de porter des chaînes invisibles et d'avoir une attention complètement morcelée, ça résonne de manière universelle. Absolument. Ancrer cette toile en 2023, ça rappelle à ceux qui nous écoutent que le vocabulaire surréaliste n'est pas juste un truc figé dans les manifestes des années 20. Ce n'est pas juste Dali et Magritte, quoi. Non, ça reste un outil extrêmement pertinent pour exprimer ce qui échappe au réalisme figuratif. La complexité de l'expérience humaine aujourd'hui, avec ses traumas sourds et ses injonctions permanentes, ça trouve une traduction parfaite dans cet éclatement maîtrisé. En tout cas, c'est un voyage intérieur assez impressionnant. Pour résumer un peu l'arc de cette composition pour notre audience, on entre par la douceur spectrale d'une mémoire en noir et blanc. Une mémoire qui est brutalement court-circuitée par cette explosion rouge vif. C'est ça. Ensuite, on est arrêté, presque réprimandé même, par l'injonction de cette main ultra réaliste qui vient briser la vitre entre l'œuvre et nous. Le quatrième mur vole en éclats. Et tout ça pour finalement découvrir un pied nu, condamné au métal, qui refuse de plier sous le poids et choisit au contraire de danser sur le fil du rasoir de sa propre oppression. C'est d'une poésie très sombre, mais étrangement lumineuse dans sa résilience, je trouve. Je suis complètement d'accord. L'ensemble forme vraiment une réflexion brillante sur la condition humaine. L'artiste marocain nous livre le vocabulaire brut, tu sais, la chaîne, le sang, la chair, le vide. Mais c'est à nous de faire le travail. Voilà, c'est notre propre regard qui est sommé d'en construire la syntaxe et d'y trouver du sens. Ce qui amène, je pense, une ultime réflexion. Sans doute la plus persistante quand on finit par s'éloigner de cette œuvre. Nous avons observé que la chaîne épaisse repose inutilement sur le sol vierge. Elle est lâche, oui. Elle n'est tenue par aucun maître. Elle ne tire vers aucune prison physique. Le boulet lui-même semble avoir perdu sa fonction première de punition pour devenir un simple accessoire d'acrobatie. Et si la contrainte matérielle est à ce point inerte, complètement désamorcée, faut-il en déduire que les geôliers les plus impitoyables n'ont au fond jamais eu besoin de forger du métal. C'est une question terrifiante. La vraie prison subsiste peut-être exclusivement dans l'immensité de l'espace mental, incarné par ce visage en toile de fond, une identité marquée au fer rouge par un passé qui refuse de se dissoudre et qui continue d'exiger notre équilibre bien après que les entraves réelles sont tombées en poussière. Voilà une perspective à méditer la prochaine fois que l'on se sentira inexplicablement immobilisé.